Bonjour à tous. Cette émission a été tournée le 22 février 2020, avant la crise sanitaire exceptionnelle qui touche aujourd'hui la France ainsi que le reste du monde. En ces circonstances exceptionnelles, la vie politique est suspendue et il n'est pas évident aujourd'hui de dire de quoi les prochains mois seront faits. Nous tenons néanmoins, autant que possible, à poursuivre la diffusion de nos contenus sur notre chaîne UPR TV Rhône. Nous espérons que cette vidéo vous donnera matière à réflexion en cette période difficile. Veillez à respecter les consignes de confinement et prenez soin de vous. Charles-Henri Gallois. Bonjour. Rebonjour. Je me permets de dire rebonjour. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bistro Populi. Au moment où nous parlons, s'achève une première semaine houleuse de débats parlementaires sur la très controversée réforme des retraites du gouvernement. Malgré 3 mois de grève et des sondages montrant la désapprobation soutenue des Français impactés par la réforme, le gouvernement avance et veut en plus avancer vite. Quitte à ne présenter qu'une étude d'impact que début janvier, laissant à peine le temps au Conseil d'État d'en constater les lacunes, les ombres d'ombre et les incertitudes. Et aujourd'hui, c'est le calendrier parlementaire qui semble être organisé pour passer coûte que coûte et en vitesse cette réforme. Mais bon, pourquoi une réforme qui vise principalement à simplifier et fusionner les différents régimes de retraite mérite-t-elle pareille hâte? N'y aurait-il pas des non-dits? Pour discuter de tout cela, nous avons aujourd'hui la grande chance d'accueillir Charles-Henri Gallois. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es déjà le trésorier de l'UPR et le responsable national des questions économiques. Exactement. Ouais. Voilà. Tu as également écrit un livre, Les illusions économiques de l'Union européenne, voilà, qui est sorti en septembre dernier, c'est ça? Il est sorti en octobre. En 17 octobre. Ouais. Voilà. Du coup, qui traite d'un certain nombre de questions dont on va parler aujourd'hui. Et en plus de ça, il y aura une dédicace que tu feras juste après, voilà. Parce qu'on n'est pas en direct, hein, on ne vous le cache pas ici, sachez-le. Et Nicolas. Bonjour. Bonjour. Qui donc travaille dans l'assurance? Je suis un courtier en assurance, passionné d'économie et sympathisant UPR. Voilà, donc courtier en assurance, les retraites, tu connais. Absolument. Très bien. Alors, déjà, la réforme en quelques mots, pour rappeler un peu à toutes les personnes qui n'auraient jamais entendu parler de retraite. On a à peu près une réforme de retraite tous les gouvernements. Aujourd'hui, pour les Français nés en tout cas avant 1975, l'âge minimal de départ c'est 62 ans depuis Nicolas Sarkozy. Il y a 42 régimes, il faut avoir 40 annuités et on a un taux plein qui est 50% à peu près du salaire qu'on atteint à 76 ans. L'objectif de la réforme, c'est on ne touche pas à l'âge minimal, on regroupe tout dans une seule caisse, mais on commence à voir qu'il y a de plus en plus d'exceptions qui ressurgissent au fur et à mesure des concessions faites à chacun. On ne compte plus des trimestres, mais on compte des points. Voilà, pour chaque euro cotisé, on a un point. Et on a un système de bonus-malus autour d'un âge pivot de 64 ans. Si on part avant, on a une décote. Si on part après, on a une surcote. Globalement, c'est ça. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette description de la réforme déjà? Non, sur le principe, c'est à peu près ça, l'image L'idée, globale. génial. Voilà, l'image globale. Voilà. Mais alors pourquoi cette hâte, en fait? Qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette réforme? Est-ce qu'il faut sauver les retraites? On l'a déjà dit, il y a eu une réforme des retraites à peu près à chaque mandat présidentiel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on passe notre temps à sauver les retraites? Là, ce qu'il faut savoir, si on regarde le régime tel qu'il est à l'heure actuelle, pour 2018, il y a un déficit de l'ordre de 3,8 milliards d'euros. Bon. Un déficit conjoncturel, ça peut arriver. Ce que dit le gouvernement, grosso modo, c'est de dire, mais ce que disent tous les gouvernements pour faire des réformes, c'est que en 1960, il y avait 4 actifs pour un retraité, et maintenant on est à 1,7 actifs pour un retraité, et ce ratio va aller en diminuant puisque la population française vieillit, et donc ils estiment qu'il faut faire une réforme des retraites.
Est-ce qu'il y a une urgence ? Je vais vous dire tout de suite non. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fonds de réserve, des différents systèmes de garantie, des excédents qui ont été accumulés pendant l'histoire, plus le fonds de réserve des retraites qui a été fait sous Jospin, où il y a environ 36 milliards d'euros. Si on somme les deux, il y a à peu près 127 milliards d'euros qui sont là de côté, justement, pour pallier aux éventuels déficits conjoncturels qui pourrait y avoir. Donc clairement, évidemment, ce ne serait pas responsable de dire on tape complètement dans les réserves et on voit ce qui se passe, mais disons qu'il y a le temps pour voir venir. Pourquoi il y a un empressement ? C'est parce que chaque année, j'en ai parlé dans l'émission précédente, vous avez le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui expliquait déjà dans les GOPE 2018-2019 qu'il fallait justement harmoniser les différents régimes de retraite pour faire des économies. Il parlait alors, à cette époque de 5 milliards d'euros d'économies. Et donc cette réforme des retraites, clairement, elle vient de l'Union européenne et elle est demandée par l'Union européenne. C'est pour ça que le gouvernement se presse de la faire passer, se presse tellement d'ailleurs que comme tu l'as rappelé, le Conseil d'État lui-même dit que c'est ni fait ni à refaire, que la réforme doit passer avant même que les simulations soient faites. Mais en soi, cette réforme, il faut savoir que c'est pas seulement... ils vantent l'idée d'une harmonisation qui serait quelque part une idée de justice où tout le monde a la même chose, mais c'est pas seulement ça la réforme. La réforme, cette fameuse retraite par points, qui n'est pas seulement une harmonisation, et là pour le coup, mécaniquement, tous les Français vont voir leur retraite diminuer. Alors oui, pourquoi ? C'est mécanique, là encore, puisque quand vous étiez dans le public, on prenait votre retraite sur les 6 derniers mois, et comme dans le public, le salaire va crescendo en fur et à mesure de l'ancienneté, vous aviez un meilleur salaire pendant les 6 derniers mois plutôt qu'au début de votre carrière, alors que dans le système par points, on prend les salaires de l'ensemble de la carrière pour calculer votre retraite, donc mécaniquement ça baisse. Et dans le privé, c'était les 25 meilleures années. Donc forcément, vous avez les 25 meilleures années, c'est meilleur que votre salaire tout au long de votre carrière. Donc mécaniquement, vous allez avoir une baisse des retraites. Et c'est là aussi que c'est une grande arnaque, puisqu'on vous dit oui, pour contrebalancer ça, on va mettre une retraite minimum à 1 000 euros. Mais sauf que ce n'est pas une retraite minimum de 1 000 euros, c'est 1 000 euros si vous avez été au SMIC pendant toute votre carrière. Donc quelqu'un qui a une carrière coupée, ou je pense aux agriculteurs, ou même aux femmes, parce que le gouvernement essaye de dire que ça sera plus intéressant pour les femmes, c'est absolument faux, parce que quand vous prenez l'ensemble de la carrière, avec des arrêts ou autres, ça va évidemment être une retraite inférieure par rapport aux 25 meilleures années, aux 6 derniers mois. Donc tout le monde va y perdre, que ce soit les agriculteurs, les petites retraites ou les femmes. Et donc finalement, c'est une baisse des retraites, et c'est plutôt logique, parce que le gouvernement lui-même dit que l'objectif est de maintenir les retraites au maximum 14% du PIB. Oui. Sauf que si vous maintenez des retraites à 14% du PIB avec un nombre de retraités qui augmente, ça veut dire qu'il faut baisser les pensions. Oui, parce que là, le nombre de retraités, il va augmenter du coup. C'est le papy boom qui arrive. Mécaniquement, le nombre de retraités va augmenter, la population française étant vieillissante. On est, je l'ai dit, à 1,7 actifs pour un retraité. Les projections montrent qu'aux alentours de 2035, on sera plutôt à 1,5 pour 1. Mais tout ça pour dire que finalement, tout ça, c'est une fausse question, puisque le vrai problème des retraites, c'est un problème de recettes, c'est pas un problème de dépenses. Pourquoi ? Parce que si vous prenez, je parlais des 4 actifs pour un retraité, maintenant, même si on est à 1,7, il faut savoir que le PIB a beaucoup augmenté, de même que la productivité, et les 1,7 actifs de maintenant par rapport à 1960, ils produisent 1,5 fois plus. Donc ça veut dire que le gâteau a plus grossi que cette décote. Donc de dire que c'est une urgence, c'est faux, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros problème des recettes, et le gros problème des recettes, il est pour 2 raisons. Il est déjà parce que vous avez eu des exonérations. Quand vous faites des exonérations de cotisations sociales, c'est ça qui rentre en moins au niveau des recettes pour financer la sécurité sociale et pour financer les retraites. Si vous prenez le CICE, par exemple, c'est 20 milliards d'euros par an. Donc c'est bien supérieur au trou conjoncturel de 3,8 milliards d'euros. Et surtout, le vrai problème des retraites, c'est un problème d'emploi. Vous avez quasiment en France 6 millions de chômeurs. Et les chômeurs, ce sont des gens qui ne cotisent pas, et par ailleurs à qui vous devez verser des allocations chômage. Donc le vrai problème, c'est complètement stupide de dire, parce que finalement, même si ce n'est pas un âge légal, c'est sur le papier, ça veut dire que vous passez de 62 ans à 64 ans. Si vous repoussez l'âge de la retraite, s'il n'y a pas d'emploi, ça veut dire que vous transformez des retraités en chômeurs. Oui. Le vrai problème, c'est de l'emploi. Ce qui est déjà pas mal le cas aujourd'hui. Ce qui est déjà pas mal le cas, parce que vous avez la moitié des plus de 55 ans quasiment qui ne travaillent pas. Et le problème, c'est que si vous arrivez à remettre les gens à l'emploi, si vous remettez, il y a 6 millions de chômeurs, si vous remettez 1 million de personnes à l'emploi, ce qui est largement possible, notamment, on en a parlé dans l'émission précédente, si vous sortez de l'euro,
Beaucoup d'études économétriques, notamment celle de Jacques Sapir, montrent qu'il y aurait minimum 1 million d'emplois qui seraient recréés, 1 million de chômeurs qui diminueraient. Si vous mettez 1 million de chômeurs qui peuvent travailler, vous prenez le salaire médian qui est de 1 800 € net par mois, ça vous fait mécaniquement 18 milliards de plus de cotisations par an. Donc le problème des retraites n'existe plus. Et au-delà de ça, vous avez les 18 milliards en plus de cotisations, mais vous avez 6 milliards d'allocations chômage que vous ne versez plus. Donc ça fait 24 milliards en plus. Donc quand vous cumulez les 22 milliards d'exonération du CICE plus les 24 milliards par ailleurs, c'est-à-dire que potentiellement vous pourriez avoir 44 milliards d'euros en plus pour financer les retraites. Et là, vous n'aurez plus de problème même jusqu'en 2060 et au-delà, puisque le vrai problème du système des retraites, c'est le chômage massif. Et quand je parlais des cotisations tout à l'heure, des exonérations, ça se voit puisque au début des années 90, vous étiez à 80% de la sécurité sociale qui était financée par les cotisations sociales. On est tombé à 61%. C'est-à-dire que vous avez des exonérations notamment de cotisations patronales et ça veut dire que la sécurité sociale repose de plus en plus finalement sur les impôts et les taxes qui sont infligés aux ménages plutôt que les cotisations qu'il y avait auparavant. Exactement. Donc tout ceci fait que le problème des retraites, c'est avant tout un problème de recettes, parce que si vous plafonnez les dépenses à 14% du PIB, vous allez mécaniquement, il faut le dire, diminuer les retraites, et c'est le projet du gouvernement. Le point, par exemple, ça pourrait être une manière déguisée de le faire. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Avant effectivement de rebondir sur ce qu'on a dit, je reprends le début de l'intervention où je crois qu'il est très important que tout le monde comprenne bien ce qu'est le point, parce qu'effectivement, il y a deux choses qu'on a évoquées. Concernant les fonctionnaires, pour eux, on va avoir un allongement de la durée de cotisation, donc ils sont complètement perdants à différents niveaux. Bon, les salariés du privé pourraient penser que c'est un rééquilibrage, en même temps que c'est plus juste. Les professeurs, par exemple, ils ont des grosses pertes. S'il y a une chose qui est commune pour tout le monde, c'est l'arrivée des droits par points. Alors ça, c'est une chose qu'on connaît très bien dans l'assurance, c'est-à-dire qu'en contrepartie d'une cotisation, vous n'avez pas des euros qui vous sont garantis à l'issue de votre contrat, mais bel et bien des points. Le problème, c'est qu'est-ce que vaudra ce point ? Le gouvernement a dit qu'il ne toucherait pas à la valeur du point, mais simplement, il n'est pas tenu de revaloriser le point avec l'inflation. Alors sur 1 an ou 2, ça ne change pas grand-chose, mais sur 30 ans, quelqu'un comme moi qui prendra sa retraite dans une trentaine d'années, si le point n'est pas revalorisé avec l'inflation, mes droits seront bien inférieurs en réalité à ce qu'ils auraient été en euros. Et d'ailleurs, sans même parler, je veux dire, on a François Fillon qui, lors d'une intervention il y a quelques mois, avait expliqué clairement que le système par points était une manière déguisée de baisser les droits de manière indolore en quelque sorte. Mais c'est la même chose qui avait été fait auparavant pour équilibrer le régime. Emmanuel Macron, ce qu'ils avaient fait, c'était l'augmentation de la CSG pour les retraités, était une manière de diminuer le montant des retraites. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Et de ne pas revaloriser aussi les retraites sur l'inflation, c'est aussi une manière, effectivement, c'est la même chose pour le point, de diminuer le montant des retraites. Alors il y a ça, mais il y a un autre point, par contre, plus fondamental sur lequel je voudrais rebondir, parce que depuis tout à l'heure, tu parles d'un phénomène conjoncturel autour des retraites et qu'un retour à l'emploi permettrait donc de retrouver le financement des retraites. Alors effectivement, la question de l'assiette de financement est une question qu'on peut se poser, parce qu'en réalité, cette réforme du gouvernement Macron se veut quasi révolutionnaire, alors qu'en réalité, elle m'apparaît totalement conventionnelle, puisque finalement, ce qu'on appelle le système par répartition, dans ses effets, qu'on a une solidarité par répartition, ça je crois que tous les Français y tiennent. Par contre, en termes de mode de financement, on peut peut-être penser, on a peut-être plusieurs alternatives. Tu en parles d'ailleurs toi-même dans ton livre, en reprenant l'idée d'un financement éventuellement par la TVA, par exemple. Et le problème qu'on a, moi ce que je vois quand même, c'est que d'une manière plus structurelle, sur le long terme, on a un déséquilibre démographique qui va quand même aller en s'accentuant. Il y a aussi une autre chose, alors tu en as parlé également, c'est-à-dire qu'en fait, quand on parle du problème des retraites, aujourd'hui, on a d'autres problèmes qui s'agrègent avec ce problème des retraites. Le problème de l'emploi des seniors, mais on peut aussi penser au problème de financement de la dépendance, qui va coûter très très cher. Et face à cela, les sources de financement, même en retrouvant le plein emploi, pourraient... Alors, imaginons qu'on retrouve le plein emploi, qu'on ait juste une vision conjoncturelle des choses, et on va retrouver un financement plein. On peut avoir cet espoir-là. Simplement, d'une part, nous restons en économie ouverte et surtout, nous sommes dans une économie de plus en plus capitalistique, c'est-à-dire qu'on a le facteur capital qui va être de plus en plus important dans la croissance. Pour le dire franchement, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Moi, récemment, j'embauche actuellement des téléphonistes pour prendre des rendez-vous pour mes consultants. Récemment, on m'a proposé une IA qui fait apte à faire ce travail. Une intelligence artificielle en lieu et place de gens. Donc ce que je veux dire par là, c'est que même dans les emplois de service, quand on prend les livreurs par exemple, quand on prend les chauffeurs de taxi, on a l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place sur le facteur travail.
Et donc, est-ce que demain, il ne faut pas trouver une solution qui soit en réalité, quand on parle des retraites, on parle de la solidarité finalement quand on parle de tout ça. Et est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une solution qui soit plus large pour répondre aux différentes problématiques de solidarité que rencontrent de plus en plus de Français, et avec une assiette de financement totalement différente, pourquoi pas alternative, un financement par une TVA dite sociale, qui avait été très mal vendue en son temps, et pour que les choses soient parfaitement neutres au niveau de l'économie, accouplée également avec une taxe sur les intérêts des capitaux. Oui, il peut y avoir ça. Moi, je pense dans l'absolu que le système actuel par répartition et tel qu'il est fait en France, il est soutenable. Comme j'expliquais, si vous prenez les exonérations plus un retour à l'emploi, il y a largement de quoi financer les retraites et d'ailleurs la dépendance et la santé. Et il y a une autre problématique qu'il y a dans cette réforme dont on n'a pas parlé, qui est quand même colossale et qui est à mettre au regard du déficit de 3,8 milliards d'euros, c'est que cette réforme, ce qu'elle veut faire aussi, on en parle moins, c'est plafonner les cotisations pour les personnes qui gagnent plus de 120 000 euros par an. Oui, Avant, 10 000 euros par mois. Voilà, avant, c'était 320 000 euros. On nous dit, effectivement, voilà, ces personnes-là, après, elles vont pouvoir faire justement ce qu'on appelle, elles vont passer une retraite par capitalisation pour tout ce qui est au-delà. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ça génère des pertes pour le système, parce que tous ceux qui partent à la retraite quand ils gagnaient plus, eux, ils auront encore leur droit qui va au-delà. Oui, je crois que la perte est 4 milliards d'euros par an. Donc finalement, c'est l'équivalent du déficit qu'il y a, et c'est absolument délirant, puisque finalement, ça va être subventionné par tous les autres. Cette mesure va être payée par tous les autres. Et en fait, quand je parlais de diminuer les recettes, ça va diminuer les recettes de la sécurité sociale et diminuer le système des retraites. Et ce système par capitalisation, là aussi, est encouragé massivement par l'Union européenne. Il y a notamment un règlement, c'est le règlement 2019-1238, qui était, je crois, du 20 juin 2019, qui explique qu'il faut mettre en place un régime par capitalisation pan-européen de capital retraite. Et ils encouragent, un règlement c'est obligatoire, c'est pas comme une directive, vous avez un délai d'application, ils encouragent tous les gouvernements justement à mettre en œuvre et à faciliter le système de retraite par capitalisation dans le cadre de ce règlement-là. Donc peut-être que vous pourrez l'afficher dans votre vidéo, ce règlement existe. Et donc c'est pas anodin que le gouvernement pousse en faisant cette exonération de cotisation pour ceux qui gagnent plus de 10 000 euros par mois. Il pousse tous ces gens-là à basculer d'un système de retraite par répartition à basculer à un système de retraite par capitalisation avec tous les aléas qui existent. Donc oui, c'est un petit peu ton métier, donc tu pourras en discuter ou tu vas peut-être plus le défendre. Mais l'idée étant de dire que quand vous avez de la retraite par répartition, c'est une retraite assurée que vous allez récupérer, alors que par capitalisation, on l'a vu aux États-Unis ou ailleurs, comme c'est placé sur des obligations ou parfois des actions, si les marchés se retournent, tout ce que vous aviez, entre guillemets, cotisé, c'est pas une cotisation, tout ce que vous aviez placé peut diminuer en valeur. Et donc, quelque part, c'est placer les gens vis-à-vis de l'aléa, et c'est un premier engrenage finalement, c'est 10 000 euros. Pourquoi pas baisser encore plus ce seuil demain? Et c'est le début du démantèlement de la retraite par répartition. Du moins, c'est une première approche dans ce sens-là. Et ça, les Français n'en veulent pas. Et d'ailleurs, à l'UPR, on le sait bien, puisqu'on propose depuis 2011 d'inscrire la retraite par répartition dans la Constitution française, parce que pour nous, le système actuel est bon. La grosse problématique, c'est une problématique de recettes. Et il faut un retour à l'emploi, et la sortie de l'euro aidera massivement à cela. D'accord. Alors, Nicolas, juste pour deux choses rapidement pour la capitalisation, parce qu'en fait, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire de la capitalisation. Bien évidemment, mais là, on sera d'accord que l'Union européenne voudra un système pan-européen pour que cette capitalisation soit un rachat massif des titres émis par les différents États européens et par la Banque centrale dans le cadre du quantitative easing. Évidemment, il y a d'autres manières de faire de la capitalisation plus sûre, mais ce n'est pas ce que vous diront forcément tous les assureurs. Autre point, parce qu'on ne va peut-être pas développer ce point-là, mais je reviens sur MERS7. À propos des hauts revenus, la problématique d'un gouvernement, c'est encore une fois la problématique du dumping social. On constate une fuite des cerveaux en France. Ils partent tous au Canada, nos jeunes diplômés partent massivement au Canada. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même une assiette de financement, et en particulier sur les hauts revenus, qui pèse sur le coût du travail en France. Donc c'est pour ça que changer l'assiette de financement, peut-être pas totalement, mais envisager une participation d'une autre assiette de financement pourrait à la fois nous permettre, l'objectif central restant de financer le système, mais également de souffrir d'une moindre éviction de nos hauts revenus correspondant à à ceux des travailleurs qui ont le capital humain le plus important. Non, mais disons, moi je suis clairement pour le maintien du système actuel, mais effectivement, s'il y aura à choisir pour un autre type de financement,
entre par exemple la hausse de la CSG qui touche là aussi le travail et qui touche les gens, et la hausse de la TVA qui touche tous les produits importés, quelque part qui rapportent, même un touriste qui achète en France contribue au système de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas de la CSG qui touche juste les Français ou du moins les résidents sur le territoire national. Si on me demande de choisir, c'est plus intelligent de faire de la TVA sociale que d'augmenter la TSG, c'est plus intelligent d'un point de vue économique, mais il n'en reste pas moins que le système actuel serait largement viable avec moins d'exonération et un retour à l'emploi. Tous les chiffres le montrent. Ah oui, dans un premier temps. Pourquoi est-ce qu'on a augmenté la CSG plutôt que la TVA du coup ? C'était la marge de manœuvre du gouvernement français. Ouais. Quand vous êtes dans le cadre de l'Union européenne et que vous demandez de rééquilibrer vos comptes dans un système complètement austéritaire, soit vous augmentiez, les GOPÉ demandaient d'augmenter un impôt à assiette large, donc vous aviez le choix entre la TVA et la CSG. C'était plus stupide d'augmenter la CSG, c'est ce qu'a fait ce génie de l'économie qu'est Macron. Entre les deux, il a augmenté la CSG plutôt que la TVA. Donc ça montre bien que celui qui avait été vendu comme un génie de l'économie, Emmanuel Macron, en fait n'y comprend absolument rien. Parce que, Charles-Henri, il y a aussi une chose, bon, les GOPÉ nous ficellent à quasiment à 100%, sauf sur certains points où justement c'est l'un des points d'achoppement des européistes et de l'Union européenne dans lequel on peut peut-être aussi s'engouffrer, puisque je constate dans ton livre qu'il y a une forte disparité des TVA dans les différents pays de la zone euro, et que notamment la France se situe à peu près dans la moyenne. Donc ça veut dire qu'on peut envisager, je parle sous ton contrôle, mais je ne crois pas qu'on aurait justement d'interdiction de la part des GOPÉ. Donc avant même de sortir de l'Union européenne, on peut jouer sur notre taux de TVA. Oui, mais la TVA, le problème de la TVA, c'est qu'entre la TVA et la CSG, oui, je dis plutôt la TVA, mais la TVA est quand même un impôt antisocial parce qu'il n'est pas du tout redistributif, et finalement, on sait très bien que les très hauts revenus, la part qu'ils emploient à la consommation est bien plus faible que les faibles revenus qui utilisent tous leurs revenus pour consommer. Et donc, si on le prend en pourcentage, ça veut dire que ça fait financer en majorité la protection sociale par ceux qui gagnent le moins d'argent. C'est quand même complètement injuste, et c'est tout le problème de la TVA, c'est que ce n'est pas un impôt redistributif. Effectivement, si on pense à un impôt, par exemple, sur les produits financiers ou autres, ce serait déjà plus redistributif, si j'ose dire, qu'un... Charles, si on coupe la TVA avec un impôt justement sur les produits financiers et que par contre on maintient des taux de TVA allégés sur les produits de première nécessité... Oui, mais ça par contre c'est interdit. Parce que vous avez... c'est interdit à moins de 5%. C'est interdit à moins de 5%. On est à 5,5%. Ouais. Donc voilà, et en plus on ne peut pas changer de produit comme ça. C'est-à-dire que la France, et c'était une des grandes revendications des Gilets jaunes, c'était sur les produits de première nécessité, la TVA à 0%. Sauf que dans le cadre des règles européennes, il y a un règlement là-dessus qui a un taux minimum à 5%. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de le faire, et pour ce faire, il faudrait l'unanimité des États membres, ce qui n'arrivera jamais. Donc c'est-à-dire que l'Union européenne interdit une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Et donc là, on voit que dans le cadre de l'Union européenne, il y a ce frein-là qui ne pourrait pas être activé. L'UE nous freine, mais malgré tout, on peut peut-être quand même envisager déjà quelques marges. Pourquoi ? Parce qu'entre deux personnes qui vont gagner, par exemple, 2 000 € bruts, elles vont payer le même taux de charge sociale sur leur salaire. En revanche, celle de ces deux personnes qui sera chargée de famille, par exemple, et qui dépensera l'essentiel de son revenu dans des biens de première consommation, aura une TVA fortement réduite par rapport typiquement aux célibataires qui dépensera son argent autrement, voire épargnera, et ce qui peut quand même assurer une certaine redistribution après coup. Mais il faut évidemment... Surtout que la marge de manœuvre entre 5,5 et 5, donc s'il y avait vraiment entre 5,5 et 0, là il y a un vrai changement. Non, mais entre 5,5 et 20. Oui, mais on peut pas rebasculer non plus dans le cadre européen, on n'a pas l'air de rebasculer des produits à 20, de rebasculer à 5,5, et disons que ça marche pas comme ça. Et donc c'est ça, la problématique, c'est non seulement vous pouvez pas rebasculer comme vous voulez des produits de l'un à l'autre, et surtout après les produits, de toute façon vous avez au minimum 5,5, donc vous pouvez pas... Que l'Union européenne nous interdit de déterminer quels sont les produits de première nécessité. Vous pouvez pas rebasculer comme ça des produits, c'est très réglementé. Ça veut dire, donc c'est... D'accord, ça c'est capital. Non, mais c'est-à-dire que c'est très réglementé. Vous pouvez pas, par exemple, demain, là, je sais qu'on est dans un bar, vous pouvez pas dire toute la bière, ça passe à 5,5. D'accord. La bière étant un produit de première nécessité. Et de toute façon, le gouvernement ne pourrait pas le faire parce que c'est des produits. La TVA, c'est la première recette fiscale de l'État. Et donc l'État ne peut pas se permettre de rebasculer massivement des produits de 20 à 5,5 parce que sinon c'est une des principales recettes qui descend. Donc il y a un problème des deux côtés en fait. Donc ce cadre austéritaire général plus les règles européennes font que les marges de manœuvre sont très réduites, et c'est pas pour rien
que tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, font peu ou prou la même politique économique parce que c'est imposé par les GOPÉ et même hors du cadre des GOPÉ, les marges de manœuvre dans le cadre des traités européens, des directives européennes et des règlements européens sont très très restreintes. D'accord. Parlons un peu des GOPÉ justement. Donc, à moins que tu aies quelque chose à rajouter avant, c'est bon. Alors, cette réforme, est-ce qu'elle était annoncée dans les GOPÉ? Oui, j'en ai parlé, elle était annoncée. C'est un peu rhétorique, mais. Les GOPÉ 2018-2019 et dans les GOPÉ 2019-2020, il était annoncé clairement qu'il devait y avoir une réforme des retraites en France. Il était mis texto qu'il fallait une harmonisation des régimes de retraite. Et quand il parlait d'harmonisation, ce n'était pas une harmonisation vers le haut, c'est-à-dire vers les meilleurs régimes de retraite, vers les régimes de retraite les plus favorables. C'était dans le but de faire des économies. Donc c'était une harmonisation, comme d'habitude dans le cadre européen, une harmonisation par le bas. D'accord. Et ça, évidemment, on va creuser un peu les GOPÉ. Les GOPÉ, c'est obligatoire ou pas? C'est obligatoire. Il y en a qui vous disent oui, les GOPÉ, parce qu'elles s'appellent recommandations. Ce ne serait que des recommandations. Il y a une vidéo très spécifique que j'avais faite avec Lauriane, que vous pouvez retrouver sur UPR TV, où on explique tout ça. L'idée étant de dire que les GOPÉ, si vous ne les appliquez pas, il y a un règlement européen qui est mis en lien avec l'article 121 du TFUE. Donc l'article 121 du TFUE, c'est l'article des traités européens qui met en place les grandes orientations des politiques économiques. Que vous pouvez, si vous n'appliquez pas les GOPÉ, vous pouvez être une première fois averti. Et si vous ne changez pas votre plan budgétaire, l'avertissement peut carrément passer à une sanction qui est de l'ordre de 0,2% du PIB. Donc pour la France, c'est 4,6 milliards d'euros, donc c'est absolument là aussi colossal. Et pour preuve que ça s'applique, puisque rappelez-vous, quand l'alliance entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue de Salvini sont arrivés au pouvoir, ils avaient un programme de relance budgétaire avec des mesures phares de type départ anticipé à la retraite, un espèce de revenu universel qui en était pas un, qui s'apparente plus à notre RSA. Ouais. Et donc tout de suite, Bruxelles a dit, alors qu'ils étaient en les clous des 3% de déficit, ils présentaient quelque chose aux alentours de 1,8 ou 2% de déficit, Bruxelles a dit, attention, vous êtes sous la menace de cette amende de 0,2%. Pourquoi ? Parce que le problème, ce n'était pas le déficit en tant que tel, qui était dans le cadre des 3%, c'était le fond, c'est-à-dire que le fond des mesures qu'ils proposaient n'était pas en ligne avec les GOPÉ. Ouais. Et donc, ils ont proposé ces mesures complètement édulcorées. Pour passer les choses, ils ont annoncé des privatisations en plus pour rentrer dans ce cadre-là. Donc, ils ont totalement dû changer leur politique. Donc, ça montre bien, et ça, c'est une leçon pour les Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, etc., qui disent qu'on va arriver, on va renégocier, nous, on fera notre politique. Non, dans le cadre de l'Union européenne et des GOPÉ, et Salvini l'a montré, c'est la même chose pour Tsipras en Grèce. Dans le cadre européen, vous ne pouvez pas appliquer votre programme économique puisque vous devez appliquer ces GOPÉ sous peine de sanctions des 0,2% du PIB. François, je crois que c'est même pire que ça parce que je crois que tu l'expliques très bien dans ton livre. Non seulement les GOPÉ s'imposent, mais en plus tout n'est pas écrit. C'est-à-dire qu'une fois que le plan de budget est présenté par un gouvernement, ce sont les pairs, donc les autres chefs de gouvernement qui se réunissent dans le cadre des GOPÉ. Et la Commission. Et la Commission, effectivement, et qui vont juger au cas par cas de ce projet. C'est-à-dire que tout n'est pas écrit à l'avance. Oui, mais c'est complètement délirant. C'est-à-dire vous vous montrer dans quel état de soumission est placée la France. C'est-à-dire que la France, c'est l'équivalent de l'élève qui va présenter sa copie au maître, le maître étant la Commission européenne, et la Commission européenne prend son stylo, dit ça c'est pas bon, ça faut corriger, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, tenez votre copie, vous en refaites une. C'est exactement comme ça que ça marche, et si jamais justement la copie n'est pas corrigée, en Italie a corrigé sa copie, a donné une nouvelle copie qui a été acceptée, mais si jamais c'est pas corrigé, il y a la procédure de lancement pour déficit dit excessif qu'ils appliquent, parce qu'ils peuvent toujours dire que les hypothèses que vous prenez pour rester dans les clous ne sont pas les bonnes, et là, vous rentrez dans ce processus-là et vous pouvez tomber sur l'amende des 0,2%. Donc c'est-à-dire que c'est un étau total, c'est pas seulement des recommandations que vous pourriez appliquer ou ne pas appliquer, il est vrai que quand c'est pas fondamental, vous pouvez repousser l'application d'1 ou 2 ans. On l'a vu par exemple sur l'impôt à la source, il était proposé dès 2015-2016. François Hollande, lui, n'avait pas voulu le faire parce qu'il savait que c'était compliqué. Ça a été repoussé d'1 ou 2 ans, mais ça a fini par être fait. Et si vous prenez toutes les GOPÉ historiquement, des fois ça peut traîner pendant 1 ou 2 ans, mais ça finit toujours par être appliqué. Donc si jamais c'était que des recommandations, pourquoi en plus c'est à chaque fois appliqué ? Non, la réalité, c'est pas que, évidemment que les gouvernements sont complices parce qu'ils veulent bien in fine mener cette politique-là, mais ils ne peuvent pas non plus faire autrement, parce que si jamais ils font autrement, ils rentrent dans cette procédure de sanction. Et de toute façon, vous ne pouvez pas faire partie d'un club
et de dire vous respectez pas les règles. Si vous voulez pas respecter les règles, vous faites comme les Britanniques, vous reprenez votre liberté et vous sortez, et là vous êtes libre de faire la politique que vous souhaitez. C'est exactement ce qu'on souhaite faire pour la France. De toute façon, l'ancien président du club, enfin l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré, tu le remets dans ton livre, il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Mais pour une fois, les juridictions nationales ont 4 ans pour appliquer les traités. Il a eu un instant de lucidité parce que lui, pour le coup, était favorable à la bière à 0% au niveau de la TVA. Pas que la bière, plus le whisky d'ailleurs. Mais il était favorable à ça, mais c'était peut-être, on dit parfois, c'est in vino veritas, donc peut-être qu'il a eu un instant de lucidité où c'est peut-être ça qui lui a fait dire la vérité quand il a dit il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. C'est une vérité et ça on le voit élection après élection et le choix démocratique il se trouve dans la souveraineté, dans ce qu'a fait le peuple britannique avec le Brexit. Ça c'est le vrai choix démocratique et c'est ce qui a été fait. Bah, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Très bien. C'est une belle conclusion. Oui. C'est parfait. Merci encore à vous. Merci Charles Gallois d'être venu à Lyon jusqu'ici. Les illusions économiques de l'Union européenne, voilà, qu'on voit, qui n'est pas vendue avec toute la chevelure, mais en option. Voilà, en option, si vous le lisez attentivement. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Nicolas aussi pour ton aide à la préparation de cette émission. Merci Jean-Marie. Merci à la technique, Fabrice, Quentin, Étienne, Arnaud, Martine. Merci à Vincent pour l'essentiel, qui est le nom du bar, je rappelle. Et merci à vous pour être fidèles à notre chaîne TV UPR Rhône. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine. À bientôt.